Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bon, maintenant que notre entreprise cartonne, on a beaucoup d'argent, on va le placer avec vous, Thomas Binet. On le place comment ? On pourrait peut-être déjà commencer à créer une société civile immobilière, mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, Jean-Marie, quand on en crée une. On va voir ça dans le détail. Et comment bien optimiser sa succession quand on est concerné par ce sujet ? On va voir ça avec notre invité, Vincent Martins, directeur général de Wakerstone, cabinet de gestion de patrimoine. Et puis on terminera notre rendez-vous avec Olivier Maltès, notre expert en marché financier, qui va nous faire ses prévisions pour 2025. Ah, la boule de cristal, ça Absolument. peut servir, effectivement. Mais tout de suite, on commence par expliquer quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, vous parlez aujourd'hui d'un sujet qui intéresse de plus en plus de Français, la société civile immobilière. SCI, c'est un acronyme qu'on a tous vu à un moment ou un autre. Thomas, on sait que la SCI, ça présente de nombreux avantages, mais ce n'est pas sans piège. Premier piège, c'est la rédaction des statuts. Pourquoi c'est si important ? Parce que les statuts d'une SCI, Jean-Marie, doivent être rédigés avec soin. Il n'existe pas de modèle universel. Il faut qu'ils soient personnalisés en fonction des besoins des associés. Par exemple, les règles de quorum et de majorité doivent être clairement définies, tout comme les pouvoirs des gérants. Si les statuts sont flous sur ces points, cela peut entraîner des désaccords entre les associés ou rendre la gestion de la société plus complexe. Oui, effectivement. Maintenant, on va parler du régime fiscal. On sait que la SCI est par défaut transparente fiscalement, mais c'est pas toujours une solution idéale. Non, c'est pas idéal, et parce qu'une SCI est transparente fiscalement, ça signifie que les associés sont directement imposés sur les bénéfices. Alors cependant, si la SCI se lance dans une location meublée, elle risque de se retrouver soumise à l'impôt sur les sociétés, mais si elle n'a pas fait cette option seulement. C'est un piège souvent ignoré, mais très important, car cela change complètement le régime fiscal de la société et peut avoir des conséquences fiscales lourdes. Donc, il faut bien vérifier. Maintenant, on va parler de comptabilité. Pourquoi c'est indispensable de tenir la comptabilité de manière rigoureuse ? De façon générale, c'est mieux quand même de bien tenir sa comptabilité, mais c'est essentiel aussi pour une SCI. Sans elle, elle est impossible de valoriser correctement la société. Par exemple, si des associés prêtent de l'argent à la SCI, cela doit être inscrit au compte courant d'associés. Si ce n'est pas fait, cela peut entraîner des problèmes lors d'une cession de parts. Une comptabilité bien tenue assure la transparence et permet de prévenir les litiges. Oui, c'est toujours plus pratique, effectivement. Maintenant, on accueille votre invité, mon cher Thomas. On accueille Vincent Martins. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour Thomas. Vous êtes directeur général de Wakerstone, c'est un cabinet de gestion de patrimoine qui a été créé il y a 5 ans, en 2019. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Oui, j'accueille l'invité avant de tirer le rideau. C'est le contraire. Maintenant, il est là. Vincent Martins, comment bien optimiser sa succession pour réduire l'impact fiscal ? On va voir avec vous donc le fameux guide des bonnes pratiques, c'est quelque chose qui est quand même très utile. D'abord, on va commencer à se poser des questions. On voit bien quand même que le modèle de la famille évolue, change, il y a les familles recomposées, il y a des divorces. Bref, tout ça est très différent d'il y a 20, 30, 40, voire 50 ans en arrière. Alors, à qui s'adressent réellement ces problèmes de succession aujourd'hui ? À qui s'adressent les problèmes de succession ? À tout le monde, Oui. mais pas avec les mêmes réflexes. Il faut se poser effectivement des questions en termes de seuil de patrimoine. On peut se poser aussi des questions en termes de composition familiale. Puis après, de ce qu'on souhaite. C'est une réflexion à engager. Et derrière, vous avez des seuils qui peuvent être bien définis, que je peux vous détailler. Alors, mais il faut quand même comprendre qu'il y a des règles légales, Vincent. Bien sûr. Alors, c'est quoi ces règles légales dans un cadre de succession, justement ? La succession et les régimes, les droits de succession sont imposés jusqu'à un seuil de 0 à 45%, qui est progressif, en fonction des montants que l'on transmet. Et en face de ça, on va avoir des abattements en fonction de à qui on transmet. Et effectivement, transmettre pour avoir le plus d'abattements, souvent, c'est aux enfants directs. Donc, c'est en ligne directe. Et on va avoir des abattements qui existent pour le conjoint. Donc les enfants, c'est plutôt 100 000, les conjoints, 80 000 en termes d'abattement. Et puis après, ça commence à fondre énormément pour être quasiment réduit à néant. Et puis vous avez des seuils plus imposés, puisque vous avez 55-60% pour les cousins, pour les autres, les fameux 60%. Plus on s'éloigne, plus c'est imposable. Exactement. On parle souvent de la réserve héréditaire. On l'a souvent entendu. En quoi ça consiste ? Alors ça consiste dans le fait qu'on ne peut pas déshériter une personne en ligne directe. Alors on peut aménager la répartition de ce qu'on transmet. On peut choisir effectivement de privilégier
certains enfants, certains proches. Oui, ce que vous êtes en avec train de une dire, limite. pardon, on n'est pas obligé de donner la même somme, pour être concret, à chacun de ses enfants, mais on n'a pas le droit de rien lui donner, en Exactement. tout cas à l'un d'entre eux. On a ce qu'on appelle une quotité disponible. C'est une liberté qu'on peut avoir. Il faut savoir, j'en ai pas parlé, mais pour le sujet des handicapés, il y a aussi des abattements qui sont plus élevés. Oui. Mais finalement, est-ce que ça suffit? Un enfant, généralement, non handicapé, c'est 100 000. Un enfant handicapé, ça monte à 159 000. Ça fait pas des écarts énormes. Donc la quotité disponible, par exemple, peut permettre aussi de protéger, par exemple, un enfant par rapport à un autre sur des problématiques qui rejaillissent après son décès. On parle souvent du cap des 70 ans pour avoir tout organisé. Comment voyez-vous les choses? Parce qu'il y a l'aspect légal et puis peut-être il y a d'autres aspects qu'il faut aussi prendre en considération. Alors, il y a un aspect légal, il y a un aspect de réflexion. Au niveau légal, il y a deux horloges très importantes. Vous avez d'un côté à 70 ans, le dernier, c'est un peu la mort du placement financier. C'est le moment où effectivement il faut avoir ouvert des assurances vie parce que vous avez des abattements sur les assurances vie qui sont importants. On peut transmettre par bénéficiaire et sans limite de bénéficiaire dans des contrats d'assurance vie jusqu'à 152 500 euros. Donc avec un multiplicateur infini, ça donne une idée finalement du potentiel d'organisation de sa succession. Donc ça, il faut savoir que ça passe après 70 ans à 30 500 euros, tout confondu. Je voudrais revenir, pardon, il m'arrêter un instant sur ce fameux cap des 70 ans. Vous venez de l'expliquer en grande partie. Ça veut dire qu'il faut être prêt pour 70 ans. Faut s'y prendre largement avant, en définitive. Exactement. Finalement, c'est bien d'avoir sa réflexion au préalable, puisque à 70 ans, il arrive de se précipiter en dernière minute pour essayer de bien faire les choses. Mais en 2 mois, ça fait quand même très court de pouvoir réfléchir. L'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est une décennie à peu près, 10 Donc ans 60 avant. ans. Exactement. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que l'assurance vie, c'est aussi un outil de gestion de ses liquidités. On peut sortir de l'argent, on peut le remettre. Et il est à son plein potentiel après 8 ans. Donc, si vous ouvrez un contrat, vous posez la question à 60 ans ou vous l'ouvrez à 62 ans, à 70 ans, vous avez le plein potentiel de son usage. Une question très concrète. Faut-il rédiger un testament? Alors, ça peut être très bien. Oui. Il faut évidemment respecter certaines règles, se faire accompagner, se faire conseiller sur ces sujets-là, puisque le testament, si on veut qu'il ait une pleine valeur, il ne faut pas le laisser dans le tiroir. Il vaut mieux l'enregistrer. Et le réactualiser aussi, parce qu'on ne le dit pas souvent, ça. Oui. Mais ça évolue. La législation sur les transmissions, si on repense à il y a de ça 20 ans, tout a changé. Alors pas énormément, mais le package du régime matrimonial a changé, les clés de démembrement ont changé. Donc oui, il faut le réactualiser bien sûr. Et après, effectivement, il faut toujours être conscient de est-ce qu'il a bien été rédigé. Quand on le relit 5 ans plus tard, on peut se dire effectivement qu'il y a des choses à améliorer. Il vaut mieux le faire rédiger par un notaire, accessoirement. Et il faut surtout le déposer auprès d'un notaire, puisque le notaire est le gardien, on va dire, de l'écrit. Exactement. On est sur un acte authentique qui permet effectivement d'avoir valeur probante dans les situations des pires conflits qui peuvent advenir. Je vous remercie Vincent Martin. Je retiens quand même dans tout ce que vous avez dit qu'il faut s'y prendre dès 60 ans. C'est mieux, une décennie avant l'âge des 70 ans, et que dans le cadre d'un testament, par exemple, il faut effectivement se faire accompagner, et par un notaire, c'est préférable. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de Wakerstone. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Avec notre expert du jour, Olivier Malteste. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bon retour plutôt. Expert en marché financier, vous enseignez la finance à l'université Paris-Dauphine. Vous allez en cette fin d'année en compagnie d'Olivier, mon cher Thomas Binet, vous demander s'il faut être inquiet pour l'année 2025. Vous êtes inquiet, Jean-Marie? Je suis plutôt serein. Vous savez, d'un naturel serein. Eh bien, on va voir avec Olivier si on peut l'être, parce qu'il reste 5 séances de bourse, Olivier, pour terminer l'année. Les actions mondiales ont encore été en pleine forme cette année. Alors justement, quelle est votre vision à vous? Est-ce que ça peut continuer sur 2025? C'est une très bonne question, Thomas, et évidemment, seul l'avenir nous le dira. Mais pour la 2e année consécutive, ce qu'on observe, c'est que la performance des actions mondiales devrait être d'environ 20%. Et il est vrai qu'on commence à entendre un certain nombre d'observateurs, de Cassandre, nous dire qu'en 2025,
on devrait assister au grand plongeon. Alors, on a quand même assisté à 2 années de performance bien supérieures d'ailleurs à ce que l'on espère en moyenne sur les marchés actions pourtant. C'est vrai, mais les performances passées ne préjugent pas des performances futures, évidemment. Mais lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que 2 ans de performances nettement positives n'ont rien d'exceptionnel. Et lorsqu'il y a bulle, elles ont tendance à se construire sur plus de 2 ans. Ainsi, par exemple, l'éclatement de la bulle Internet de 2000 a fait suite à 8 ans de performances positives. Et la crise des subprimes en 2008 avait été précédée de 5 années consécutives de hausse sur les actions. Alors, si je vous comprends bien quand même, Olivier, il n'existe pas de raison forcément de s'inquiéter, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, parce que les actions devraient continuer de monter. Je reconnais bien là votre optimisme légendaire, Thomas, mais il faut ce que je veux souligner vraiment ce dimanche matin de fin d'année, c'est que le fait que les actions montent depuis 2 ans ne signifie pas que 2025 sera forcément une année de baisse. C'est pas une raison suffisante, c'est pas un argument valable. Le problème dans l'épargne, c'est que tous les ans, il y a toujours une bonne raison pour pas épargner, pour pas investir, et en raisonnant ainsi, on ne se lance jamais, on retarde le moment où on passe à l'action. Ce qui veut dire qu'en 2025, on peut donc continuer à espérer des performances positives sur les actions ? On peut s'attendre à avoir une année plus volatile que ce qu'on a connu aujourd'hui. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais lorsqu'on analyse froidement la situation, on a une inflation qui paraît maîtrisée, des banques centrales qui ont enclenché vraiment un cycle de baisse de taux et une économie américaine extrêmement solide. Plein d'arguments qui laissent à penser que le pire n'est pas forcément à craindre. Bon, c'est rassurant, non ? Le pire n'est pas forcément à craindre. Joyeux Noël quand même, hein, vous savez, Olivier. Oui, joyeux Noël. C'est du pragmatisme en fait. C'est du pragmatisme. Écoutez, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de Noël. En tout cas, ça c'est la seule chose qu'on peut souhaiter et qui doit être certaine. Profitez-en avec vos proches. On se retrouvera dans quelques semaines, mon cher Thomas Binet. Et puis, on vous retrouve quant à vous dimanche prochain en compagnie de Laurence Garcia. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.